Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Indépendance affective, le podcast vers l'unité en soi, libéré de la dépendance affective. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est comment ton passé nourrit ta dépendance affective. Évidemment, quand on est dans la dépendance affective, on a déjà vu et revu, expérimenté encore et encore des relations au mieux dysfonctionnelles, la plupart du temps toxiques et évidemment très très souffrantes. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que je tombe toujours dans le même type de relation? Pourquoi est-ce que je m'accroche à des partenaires qui ne me rendent pas heureuse? Pourquoi est-ce que même en sachant que ça me fait souffrir, j'y retourne? Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de relation, le même type de profil? Pourquoi ça me fait si mal? Pourquoi je n'arrive pas à m'en détacher? Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? La réponse est simple et en même temps vertigineuse. On l'a déjà abordé à travers différents angles dans ce podcast. C'est ton passé qui nourrit ta dépendance affective. Alors ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Et tant que tu n'en prends pas conscience, eh bien c'est ton histoire personnelle, ton enfant intérieur blessé qui va choisir tes partenaires à ta place sans que tu t'en rendes compte, de façon évidemment complètement inconsciente. C'est ton histoire personnelle, ton enfant intérieur blessé qui va faire en sorte quelque part que toutes ces situations se renouvellent encore et encore. Et aujourd'hui, l'idée, mon intention, c'est de t'expliquer comment ça marche, pourquoi, et surtout, du coup, comment s'en libérer. Alors j'avais envie de te raconter, de démarrer ce podcast en te racontant l'histoire anecdotique de l'une de mes clientes avec laquelle je travaille depuis quelque temps maintenant, qui vient de s'engager dans la méthode en vie. Et qui est donc arrivée vers moi la première fois en me disant voilà Olivia, je suis dépendante affective, à chaque fois je souffre, c'est terrible, je ressens une douleur incommensurable à l'intérieur de mon ventre, il faut que vous m'aidiez, que vous m'enleviez ça. Et donc on a fait plusieurs séances de libération émotionnelle dans un premier temps, vraiment elle avait des choses émotionnellement, c'était dans un premier temps vraiment très compliqué, très douloureux pour elle, et on a d'abord travaillé là-dessus. Vraiment sur ces états émotionnels purement et simplement, pas en profondeur. Et puis elle me dit « Ah, ça va beaucoup mieux, je me sens vraiment plus légère ». Et puis un jour elle me dit « Ah Olivia, je suis tellement heureuse, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un. Il est incroyable, il me ressemble, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, il suffit d'un regard. » Et elle était dans une euphorie. Et moi, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Elle est repartie, elle est retombée, ma chère Cathy, dans ses travers, entre guillemets. Et je lui ai dit, elle était euphorique, elle était sur son petit nuage. En même temps, c'est super chouette, hein, mais l'effet lune de miel, ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière. L'effet lune de miel fait en sorte qu'effectivement, nous, en tant que mammifères et êtres humains social, avec ce besoin primaire vraiment animal de reproduire notre espèce, nous allons de façon hormonale déployer tout un tas d'artifices et de subterfuges complètement inconscients qui vont faire en sorte que nous allons ne nous montrer que sous notre plus beau jour. Et donc je dis à Cathy, attention, attention Cathy, un balai neuf balaye toujours bien. Alors évidemment, elle a rigolé, c'est mon arrière-grand-mère qui disait ça. Un balai neuf balaye toujours bien. Et puis voilà, elle est partie comme ça, dans son euphorie, vraiment plus légère évidemment, puisqu'en fait sa faille de dépendance affective, sa blessure de trahison étant comblée l'espace d'un instant, elle me dit « ça y est, c'est bon, je suis guérie ». Et ma chère Cathy me rappelle quelques semaines plus tard en me disant « oh là là, si vous saviez ce qui m'est arrivé, je suis tombée, mais là, vraiment, je suis tombée vraiment bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah il a suivi un jupon, et ben voilà, il a suivi le premier jupon qui est passé et il est parti, et parce qu'en fait, tout allait bien, merveilleusement bien, et d'un seul coup, pendant une semaine, plus de nouvelles.
il m'a ghosté complet, il répondait pas à mes messages, rien, plus de nouvelles. Et donc, il a suivi un jupon. J'ai dit, oh là là, ma pauvre Cathy, qu'est-ce qui s'est fait? Et donc, elle me dit, ah bah ouais, là, vraiment, je suis tombée, mais tellement bas, mais tellement bas, tellement bas, tellement bas. J'ai dû prendre des antidépresseurs pendant 15 jours parce que j'ai cru que j'allais mourir. Tellement j'étais malheureuse, tellement je me suis sentie vidée, tellement... voilà. Et effectivement, cette petite anecdote qui n'en est pas une, parce que ça a été sur le moment extrêmement douloureux et pénible pour elle, évidemment. Là, elle s'est dit, ok, là, il faut que j'aille voir beaucoup plus en profondeur et guérir cette dépendance affective, parce qu'en fait, elle a bien réalisé, elle l'a vu de ses yeux, elle l'a senti de ses yeux, qu'en fait, cet état euphorique d'excitation de la nouveauté et de voir absolument que les qualités de ce nouveau ballet qui balayait si bien, évidemment, c'était pas de l'amour. C'était véritablement une réponse à ses blessures, clairement. Donc, elle a décidé d'aller beaucoup plus en profondeur, justement, pour aller dans son passé, pour que ce passé cesse de nourrir sa dépendance affective. Alors, en fait, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce pourquoi est-ce que nous, les dépendants affectifs, hein, même si moi je me dis en rémission, c'est comme un alcoolique, hein, il restera toujours un abstinent en fait. Il ne sera plus jamais. C'est comme un fumeur, hein, c'est pareil. Faut pas rêver. Il suffit qu'on en reprenne une pour qu'on replonge. Alors, je ne suis pas alcoolique, mais j'ai été fumeuse et je sais, pour être replongée plusieurs fois, que si je reprends une cigarette, je sais qu'en peu de temps, je replonge. Donc, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous qui fait que tout ça, ça se déclenche aussi facilement qu'un interrupteur? Nous portons tous en nous, tous les êtres humains, nous portons des blessures liées à notre enfance, à nos expériences, à notre éducation, et même liées en fait à ce que nos parents nous ont transmis à travers leurs propres croyances, liées à leur propre expérience de leur propre enfance et de leurs propres blessures d'enfance. Donc il y a aussi du transgénérationnel dans tout ça. Et en fait, ces blessures, elles agissent sur nous comme des programmations et comme des logiciels en nous. Alors pour certains, ça se déclenche dans la dépendance affective parce que l'autre devient ma drogue et l'autre devient cet objet d'amour qui va me faire survivre sinon je meurs. Mais il y en a d'autres pour qui ça se déclenche autrement. Nous, on va rester sur notre sujet. Alors, comment ça marche? En fait, il faut que tu t'imagines, il faut que tu saches que notre cerveau déteste la douleur. Donc, il va tout faire pour éviter de revivre une douleur qu'il a vécue un jour ou un autre, quel que soit son âge. Donc, si j'ai vécu un événement douloureux par le passé, je vais donc développer mon cerveau, mon système, inconsciemment, sans que je lui demande, sans que rien du tout, va développer un système, une stratégie pour éviter de revivre cette douleur. C'est simple. Si je me prends des coups, je vais peu à peu apprendre à les esquiver. C'est naturel en fait. Si un jour j'ai ressenti la trahison de mon parent du sexe opposé, que je place alors que je suis enfant sur un piédestal, et que ce parent du sexe opposé me trahit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il trahit la vénération que je place en lui du haut de ma maturité émotionnelle d'un enfant, ok? Donc je dis avec le parent du sexe opposé parce que généralement la trahison se joue avec le parent du sexe opposé. Et là-dessus, je te renvoie vers mon épisode sur la blessure de trahison, si tu as l'habitude de revivre des trahisons. Donc comme je place mon parent sur un piédestal et que je ressens de sa part une trahison, parce que je le mets tellement haut, je l'ai placé à un niveau tellement haut que s'il me trahit, s'il me déçoit, alors mon monde, le monde que je me suis construit autour de lui s'effondre, d'accord? Et ça, c'est du point de vue de ma maturité émotionnelle d'un enfant de moins de 7 ans. Et donc, pour pouvoir éviter de revivre cette blessure, ce sentiment de trahison de la part de qui que ce soit du sexe opposé, je vais alors développer une stratégie qui va me mettre en état de vigilance pour anticiper, pour veiller, pour prévoir, pour voilà,
anticiper la déception ou la trahison de la part du sexe opposé. Donc je vais devenir quelqu'un de contrôlant, et en devenant contrôlant et hyper vigilant, je vais placer à un très haut niveau mon niveau d'exigence. Et qu'est-ce que je vais attirer en fait à travers ce niveau d'hyper vigilance et ce très haut niveau d'exigence? Mais je vais systématiquement engendrer de la déception et de la trahison, puisque en fait l'autre en face de moi, l'autre avec un grand A, il est peu probable qu'il tienne sur la longueur mon niveau d'exigence. Donc évidemment, je vais être déçue, évidemment, je vais être trahie. Et évidemment, je vais revivre la blessure. Donc là, j'ai simplifié, mais tu vois un petit peu le schéma. Autre exemple, si j'ai été rejetée par mon parent, alors la blessure de rejet, là, elle se vit plutôt avec le parent du même sexe. Donc, je vais avoir tendance à me rejeter moi-même. Et aussi à éviter toute situation, par la même occasion, qui pourrait me montrer que je n'existe pas. Donc je vais éviter une situation qui me montre que je suis rejetable, entre guillemets. Donc je vais éviter de me montrer puisque j'évite ces situations, j'évite les groupes, je n'aime pas m'exposer, je déteste parler devant les autres en public. Résultat, je vais me fermer et je vais m'isoler toute seule comme une grande parce que je ne m'ouvre pas. Et comme je ne m'ouvre pas, les autres n'ont pas accès à moi. Donc les autres ne vont pas s'intéresser plus que ça à moi parce que ça leur fait un effort supplémentaire d'aller me voir. Et donc je deviens, en tout cas j'ai l'impression de devenir transparente. Et donc, CQFD, je me sens rejetée. Donc le problème majeur, et ça c'est humain, on le vit tous, c'est cette stratégie du cerveau d'éviter de revivre une douleur. Et cette stratégie vient aussi nous la cacher systématiquement, l'origine de cette douleur, la cause de cette douleur. Donc, il va systématiquement, automatiquement esquiver la cause de la douleur et donc la blessure. Et quand je dis automatiquement, c'est de la même façon que tu respires, de la même façon que tu transpires, c'est géré par ton système inconscient qui va te cacher la blessure. Alors, tu vois, j'utilise un peu des métaphores, hein, mais qui va te cacher la blessure puisque elle est source de douleur. Tu vois, ça me fait penser à ma chienne. Moi, j'ai une Staffy de 4 ans. Et quand je la gronde, elle ne me regarde pas, tu sais. Donc, en gros, c'est, bon, si je ne te regarde pas, tu ne me vois pas, quoi. En gros, c'est un peu ça. Ben, notre inconscient, il fait pareil avec nos blessures. Si tu ne la vois pas, c'est que tu ne l'as pas, donc je fais semblant que du coup, tu ne la verras pas. Et en fait, on tourne en rond. Parce qu'à force d'esquiver et d'éviter la douleur, eh bien, il nous cache. Et en fait, on est complètement inconscient, comme son nom l'indique. On est complètement inconscient qu'on porte cette blessure. Donc, toutes ces blessures, abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, donc petite parenthèse, j'ai donc fait un épisode de podcast, un général de présentation que je t'inviterai à aller regarder aussi parce que je réexplique un petit peu tout ça autrement. Et tu as un épisode par blessure, si tu te sens de les réécouter, n'hésite pas. Après, avec ces blessures, il y a aussi toutes les blessures de manque de reconnaissance, de manque d'amour d'une manière générale, de manque de sécurité affective, de manque de sécurité physique pour les personnes qui ont été violentées. Et en fait, toutes ces blessures se manifestent au quotidien à travers nos réactions émotionnelles, à travers toutes nos réactions émotionnelles, de la plus insignifiante à la plus excessive, parce que on a tous et toutes développé des talents plus ou moins avancés de dissimulation de nos réactions émotionnelles, de nos émotions, parce qu'on est très fort aussi pour cacher nos émotions. Mais en fait, on les vit quand même, les émotions. Ça, faut pas se leurrer. Certains les montrent, certains sont très doués pour les cacher. De toute façon, chacune de nos réactions émotionnelles, de la plus insignifiante à la plus excessive, est causée par une blessure que je viens de vous citer. Donc, certaines vont être plus facilement identifiables et visibles rapidement, d'autres beaucoup plus profondes et beaucoup plus subtiles, mais elles marquent finalement profondément notre manière d'aimer, de nous aimer nous-mêmes et d'être aimé, d'accepter de recevoir de l'amour. Donc ces blessures, elles sont là, qu'on le veuille ou non, et notre inconscient, il ne sait pas qu'il les a oubliées, il s'y prend très très mal.
Mais au contraire, ils nous rappellent en permanence qu'elles sont actives à travers nos différentes manifestations émotionnelles et physiques. Parce que petite parenthèse importante, je pense, c'est que tes angoisses, tes anxiétés, tes peurs, tes colères, tes timidités, tes douleurs et du coup les maladies. Pourquoi les maladies? Parce que dans maladie, il y a le mal à dit. Et il existe de nombreuses références sur le sujet. Je vous inviterai à consulter les ouvrages de Michel Odoul, qui est connu, le Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Il y a un autre grosse Bible, presque une encyclopédie qui a été écrite par Christiane Berlant aussi, qui nous redonne tous les signaux des maladies. Lise Bourbeau aussi. Il existe de nombreuses références sur le sujet qui nous disent et qui nous redisent et qui nous disent encore que ce dont on ne s'occupe pas, d'un point de vue émotionnel, va s'accumuler en nous comme des couches et des couches et des couches qui vont venir se somatiser dans notre corps et créer des maladies, des douleurs, des maladies auto-immunes, le diabète, le cancer pour d'autres, voilà. En fait, c'est comme si le problème se gonflait en fait, et donc il va se manifester par une maladie ou une autre, mais lorsqu'on regarde à chaque fois dans ces ouvrages-là, moi j'utilise beaucoup le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, c'est un peu ma Bible dans mon cabinet. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une manifestation physique, on regarde, on lit à l'intérieur la définition de l'emplacement, etc. Et à chaque fois, ça résonne toujours très très fort pour la personne, même à un niveau inconscient. Donc c'est assez marquant. Et évidemment, donc c'est comme si on portait à l'intérieur de nous donc des marqueurs qui ont une accumulation émotionnelle qu'on n'a pas traitée. Et après, ça se déclenche et ça va être accentué évidemment par une plus ou moins bonne hygiène de vie, ça va de soi. Mais le terrain, ce qu'on va porter, va toujours être psychique, donc émotionnel. Et l'émotion se passe dans le corps, c'est un fluide, c'est hormonal. Donc évidemment, qui dit émotionnel dit physique. Donc ça, c'était la petite parenthèse importante. Et donc quand on rentre, nous, dépendants affectifs, dans une relation amoureuse, eh bien, notre inconscient va instinctivement et automatiquement déclencher encore et encore le même scénario. Non pas pour souffrir et t'enquiquiner la vie, à te faire renouveler encore une relation toxique ou maltraitante ou difficile, ou voilà, mais simplement parce qu'il t'invite finalement secrètement à réparer ta blessure. Je te donne d'autres exemples qui vont peut-être te parler davantage. Si tu as souffert d'abandon, tu vas inconsciemment chercher une fusion extrême avec ton autre. Et une fois que tu l'as touché, cette fusion extrême, même si tu l'as touchée un quart de seconde, tu vas vivre dans la peur constante qu'il s'éloigne, qu'il parte, qu'il te quitte, jusqu'à ce que tu l'étouffes tellement que c'est ce qui va finir par arriver. Pareil, si tu as connu l'humiliation, tu vas avoir tendance peut-être à t'écraser dans la relation, à accepter des comportements rabaissants et à rester avec un partenaire qui te critique, qui te domine, parce que tu as intégré et imprimé dans tes cellules que ton rôle était de te taire pour être aimé. Et tant que tu n'as pas compris que tu devais t'aimer toi, bon, bah, tu vas rester dans ton cercle, dans ton cycle. Pareil, si tu souffres d'injustice, tu vas t'épuiser encore et encore à prouver ta valeur, à aller chercher de la reconnaissance. Et comme tu vas chercher de la reconnaissance, tu vas attirer à toi des partenaires hyper exigeants et peu reconnaissants. Et ce manque de reconnaissance va te faire sentir et ressentir une colère qui va s'exprimer soit d'un seul coup, mais généralement, moi j'ai 2-3 exemples, c'est des personnes qui sont tout le temps en colère et qui explosent à chaque fois qu'il y a une virgule de travers. Le pot de fleurs n'était pas au bon endroit, le verre d'eau a été débordé, enfin bref, vraiment des bricoles. Et à chaque fois que la personne ne se sent pas respectée, pas reconnue, paf, elle explose dans une colère énorme. Ce que tu vis à l'instant T est en fait un écho de ton passé à l'intérieur de toi qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été, apaisé, pardonné, guéri, etc., etc.
Donc c'est une mécanique qui en fait te maintient dans un cercle vicieux et c'est ainsi que ton passé nourrit ta dépendance affective. Donc dans cette formulation, il y a bien la notion de se dire, tant que tu ne t'en rends pas compte, c'est ce passé qui va nourrir tes fonctionnements et qui va faire en sorte que tu les entretiens en fait, malgré toi. Donc ta blessure, en fait, elle te fait vivre un vide intérieur. Alors quand je dis vide intérieur, le mot est peut-être pas le plus juste, mais je pense que la plupart d'entre vous vont ressentir et comprendre ça. Donc ce vide intérieur, en gros, c'est un héritage de ton histoire, de ton passé. Ce vide, il est généré par un besoin démesuré, par une faille, par un gouffre immense d'amour, de reconnaissance, de sécurité, de présence, etc. Et à chaque fois que l'autre avec un grand A va s'absenter, va s'éloigner, va se montrer silencieux, ou va avoir une réaction inappropriée, à chaque fois, il va réactiver en toi, ou toi en lui, hein, parce que souvent, on va choisir un partenaire, on se choisit mutuellement, qui va réactiver en nous cette blessure originelle. Et plus la blessure se réveille, plus tu vas t'accrocher à l'autre en attendant de lui ou d'elle, inconsciemment, qu'il apaise cette douleur générée par cette blessure originelle, encore grande ouverte. Et cet apaisement, il vient jamais. Il vient jamais parce que c'est comme si, en fait, ça fait un effet répulsif finalement. Et en plus, lui ou elle n'a aucune espèce d'idée d'à quel point cette faille est immense et il ne saura probablement jamais la combler. Et c'est à toi de le faire, de la combler, cette faille. Et en fait, c'est comme un gouffre sans fond, comme une faim insatiable d'amour, de reconnaissance, de sécurité, de présence, qu'on va demander, qui est donc nourrie par notre histoire, qui va être nourrie par ce qui se passe dans notre quotidien, dans notre présent, parce qu'en fait, on va attendre de l'autre qu'il apaise notre blessure, ce qu'il ne fait pas, et donc ça vient creuser la blessure, enfin bref, voilà, c'est un cercle vicieux qui s'accentue et qui s'approfondit encore et encore. Et le problème de tout ça, c'est que tu donnes à l'autre, malgré toi et sans le savoir, la responsabilité et le pouvoir, et même presque le devoir, parce que tu lui demandes inconsciemment aussi de nourrir ta soif d'amour, ta soif de reconnaissance, ta soif de sécurité, alors que cette faim, elle appartient à ton histoire, à ton enfant intérieur, c'est-à-dire à cette partie de toi qui a souffert il y a peut-être plusieurs décennies lorsque la blessure originelle s'est créée. Et plus tu vas chercher à combler ce vide à travers l'autre, plus tu vas revivre la douleur et plus la blessure devient profonde et plus ton passé renforce la blessure et plus tu vas attirer finalement un événement qui va, tu vas attirer finalement quelqu'un qui va venir te faire de plus en plus mal. Moi, c'est souvent aussi que j'observe dans les histoires des différentes personnes qui viennent me voir. Bah voilà, au début, j'étais avec quelqu'un de malveillant, et puis avec quelqu'un qui l'était un peu plus, qui est devenu un peu plus violent ou qui était insultant. Puis après, vraiment, je suis tombée sur le pervers narcissique, etc., etc. C'est souvent qu'en fait, ça vient crescendo. Pourquoi? Parce que justement, eh bien, d'expérience en expérience, la douleur de chacune de ces expériences vient creuser encore plus la blessure et donc vient attirer à nous quelqu'un qui nous dit « Mais t'as encore pas compris? Tiens, je t'en mets une plus forte là. La baffe, en gros, t'as pas compris la pichenette, je te mets une claque. Puis t'as pas compris la claque, je te mets une grosse fessée. Puis t'as pas compris la grosse fessée, non, je t'en colle une vraie quoi en fait. Hein. Pardonnez-moi le référentiel, mais de toute façon, en tant qu'être humain, moi je le vois aussi, on ne comprend pas sans souffrir. Alors comme quand on ne comprend pas, la vie
nous envoie encore et encore une situation de plus en plus douloureuse de façon à ce qu'enfin on ouvre les yeux. Mais on ne sait pas faire autrement, c'est ainsi. On est comme ça, nous les êtres humains. Donc la clé de libération, c'est quoi? La clé, ce n'est pas de chercher à contrôler la situation, ça va faire que justement accentuer le problème, mais c'est de le réaliser, d'identifier ce processus. Il faut arrêter absolument et se reconnaître et le voir. Il faut arrêter d'attendre d'un partenaire que l'on voit parfait, tout comme notre chère Cathy de mon exemple. Arrêter qu'un partenaire soi-disant parfait vienne combler nos failles et réparer notre passé. Ça n'arrivera pas, ça n'existera pas. Au contraire, chaque partenaire va venir amplifier tes failles, creuser encore plus le trou qui est déjà béant et justement amplifier ta douleur. La clé, c'est vraiment donc de reconnaître ce vide et reconnaître l'héritage de notre histoire et d'essayer de faire des liens entre ce qui se passe aujourd'hui et la manière dont j'ai pu souffrir quand j'étais gamin ou quand j'étais gamine. C'est pas du tout facile parce que des fois, c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça que le faire sous hypnose, évidemment, ça permet d'aller travailler avec l'inconscient. Mais en fait, la clé de libération, une fois qu'on l'a réalisée, c'est d'arrêter de regarder vers l'extérieur et vers l'autre, vers autrui, et d'attendre de lui une solution, mais c'est de retourner définitivement notre regard vers l'intérieur, à l'intérieur de nous, et de nous demander à nous-mêmes, ok, quand est-ce que j'ai ressenti cette douleur pour la première fois? Depuis quand je vis ça? Avec qui? Dans quelle situation? Etc., etc. Et de revenir de plus en plus en arrière et à chaque fois de nous pardonner à nous-mêmes cette douleur que l'on a ressentie. Donc en fait, ce n'est pas notre partenaire actuel qui est la cause de notre douleur, même si la maladie, et je n'excuse pas les personnes qui, dans notre vie qui nous font souffrir, c'est pas mon propos. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas lui la cause. Lui, il est le déclencheur lui ou elle, hein, est le déclencheur de la douleur, elle-même causée par la blessure. Si tu veux, c'est comme cet exemple que Lise Bourbeau donne systématiquement, donne dans son livre. Admettons que tu as une grosse blessure au creux de la main et que tu l'as depuis très longtemps. Et en fait, tu l'as depuis tellement longtemps qu'en fait, dessus, tu as mis un gant qui permet en fait, effectivement, tu ne la vois plus, cette douleur dans la main. Tu vas serrer la main de Julie et ça va te faire terriblement mal. Et tu vas dire, mais Julie, mais franchement, t'es pas quelqu'un de sympa, pourquoi tu m'as fait aussi mal? Et puis le lendemain, tu serres la main de Paul et Paul te fait encore plus mal parce que Julie a déjà un petit peu réouvert la blessure. Paul te fait encore plus mal. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, mais Paul, mais pourquoi tu me fais ça? Je comprends pas, je t'ai rien fait. Je suis quand même super sympa, je fais tout ce qu'il faut, et toi, tu me fais mal. Et après, tu vas faire encore la même chose avec Pierre. Et Julie a déjà rouvert, Paul a encore accentué l'ouverture de ma blessure. Et Pierre, là, Pierre, c'est le paroxysme, là, parce que Pierre, il me fait descendre très bas et il me montre à quel point ma blessure est béante. En fait, il ne me le montre pas, mais en tout cas, il me le fait ressentir. Et en fait, tu l'as bien compris, ce n'est pas Julie, Pierre ou Paul qui, finalement, m'a vraiment fait mal. C'est ma blessure à l'intérieur de ma main dont je ne me suis toujours pas occupée et qui était cachée jusqu'à présent par ce gant que j'avais mis par-dessus. Parce que ce gant, mine de rien, parce que peut-être que le jour où je me suis coupée quand j'avais 4 ans et que j'ai eu cette blessure profonde, si j'avais pas mis ce gant, peut-être que j'aurais perdu ma main. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois l'exemple, c'est-à-dire que ce gant, il m'a sauvée quand même à ce moment-là, il m'a bien aidée. Donc la stratégie que j'ai mise en place d'utiliser ce gant, elle était nécessaire, elle a été utile et je la remercie d'ailleurs, cette stratégie. Parce que sinon, j'aurais pas pu continuer, j'aurais pas pu me sauver, entre guillemets, de cette situation de l'époque, de ce jour où je me suis coupée très méchamment la main quand j'avais 4 ans. Et néanmoins, maintenant que je suis grande et que je suis grand, eh bien, c'est ma responsabilité de me dire, aïe, alors là, je vais enlever le gant, ça va faire très mal d'un coup, mais waouh, ça y est, je vais enfin pouvoir m'occuper de mon gros bobo, quoi, en fait, et enfin l'apaiser. Donc ça, tu vois, tu saisis l'importance. Et à partir du moment où tu commences à enlever le gant
à s'occuper de cette partie de toi qui avait 4 ans, donc à nourrir ton enfant intérieur avec de la sécurité, de l'amour, de la bienveillance, à reconnaître ses besoins, à l'apaiser, à dire « Ah mais oui, mais tu t'es coupé !» Ben oui, effectivement, mais je comprends maintenant pourquoi tu avais si mal, parce qu'on ne s'est pas occupé de toi. Et je comprends maintenant que tu as besoin de temps, de patience, de calme, de sécurité. Tu as besoin d'un gros câlin et je te fais un gros câlin. Et donc tu fais un gros câlin à ton enfant intérieur. Et tu pardonnes aussi ton enfant intérieur d'avoir utilisé cette stratégie-là, d'avoir fait comme il a pu en fait pour te protéger et te permettre de continuer à l'époque. Et à ce moment-là, évidemment, il y a tout qui bascule parce que c'est une autre nourriture qui se met en place. C'est-à-dire que ta faim absolue d'être nourri par l'autre, elle se transforme et c'est toi qui te prends en charge. Et à ce moment-là, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta responsabilité et là, tu commences tout doucement, petit à petit, à nourrir ta souveraineté affective, à nourrir ta souveraineté personnelle également, finalement. Donc, ton passé nourrit ta dépendance affective, mais c'est toi qui as le pouvoir de changer ton logiciel en quelque sorte. L'autre, c'est comme si il ne faisait qu'appuyer sur la touche entrée du clavier qui vient déclencher la douleur, tu vois, qui vient lancer le logiciel de douleur. Mais c'est toi qui peux décider de dire « Ok, je supprime ce logiciel, je le mets à la corbeille et j'en télécharge un autre. » Et donc c'est toi qui peux décider d'arrêter de donner à ton passé ce pouvoir finalement de choisir tes relations, de dicter tes relations, de dicter tes états émotionnels, etc., etc., etc. Et à chaque fois que tu fais ce pas pour toi, alors c'est petit pas après petit pas, hein, ça ne se fait pas en un jour, c'est pas vrai. Ça va prendre quelques mois, quelques semaines, mais c'est sûr, c'est un processus. C'est un processus, surtout qu'en fait, on va de plus en plus en profondeur. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche, une fois qu'on a compris comment ça se passe, eh bien évidemment, c'est de plus en plus facile. Et à chaque fois que tu vas te nourrir toi-même, que tu vas te donner à toi-même cet amour, cette reconnaissance, cette sécurité dont tu as besoin profondément, alors tu vas créer un espace de respect pour toi-même et tu vas créer un espace de réception d'un amour plus juste, plus aligné, plus vrai pour toi. Et c'est comme ça que tu vas te guérir et te sortir de ta dépendance affective. C'est exactement ce chemin-là que je propose à travers la méthode Envie, qui est de transformer, de transcender ce passé, de guérir chacune des parties de nous qui ont souffert pour les réconcilier, afin de retrouver cette unité intérieure à l'intérieur de nous. Pardonnez-moi si je me répète, c'est pas grave. Et ainsi, retrouver à la fois notre capacité à recevoir de l'amour de nous-mêmes pour le recevoir sainement de l'autre et à aimer aussi sainement sans chercher systématiquement à ce que l'autre nourrisse nos failles et ainsi nourrisse notre dépendance affective. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite pas aussi à le partager autour de toi, à une amie, une sœur ou une personne de ton entourage qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons semer plus de conscience et plus d'amour dans nos relations. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi. À très bientôt.